Quelle est la température de la situation politique en République démocratique du Congo? Le regard sont tournés vers le dossier François Béa, la déchéance de Jean-Marie Kalumba, l'avenir politique de Jean-Marc Abound, mais également les élections des gouverneurs pour ce 6 mai 2022. Mais avant tout, je m'en vais d'abord saluer mon co-présentateur de tous les temps, Nico Kassanda, à qui je dis bonjour. Bonjour à vous, Emeline Cambidio. Bonjour à vous également, chers téléspectateurs qui êtes branchés pour suivre votre magazine Paramètres. Paramètres d'aujourd'hui a le privilège de recevoir pour vous un analyste politique. Il s'agit de Karl Lukusa. Il est bien évidemment indépendant, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci Monsieur Nico Kassanda, merci Madame Emeline Cambidio. Merci pour l'invitation ce soir. Et merci à vous d'avoir répondu. Merci. Voilà, on aborde déjà l'actualité. Le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, François Béa, a été transféré à la prison centrale de Makala après 2 mois de détention, à l'ANR. Comment jugez-vous déjà la procédure de son interpellation, le moment qu'il a croupi à l'ANR jusqu'à aujourd'hui? Oui, merci pour la parole. J'aimerais ici, à travers ce sujet, me reposer les mêmes questions, mais j'aimerais ici insister sur d'abord les procédures de cette interpellation, de cette incarcération ou de cette détention. Et est-ce que la procédure au moment de son arrestation a été respectée, légale? Est-ce une procédure juste? Son incarcération et le temps qu'il a passé dans les geôles de l'ANR, est-ce un temps constitutionnellement ou légalement soutenu? Et aujourd'hui, son transfert à la prison centrale de Makala, est-ce un transfert qui respecte les normes légales ou de nos lois? Donc, c'est tant de questions que l'opinion se pose parce que nous le savons bien qu'il y a eu un communiqué de presse avec notamment à la chaîne nationale qui confirmait justement qu'il y avait des indices sérieux d'atteinte à la sûreté de l'État. Et aujourd'hui, pratiquement 2 mois après, l'opinion continue à attendre des éclaircissements par rapport à justement ce communiqué qui a été fait à la RTNC. Donc aujourd'hui, en tant que citoyen de ce pays, regardant justement cette situation avec un œil de légalité, nous nous posons la question en tant que Congolais, des évidences ou des motivations qui ont poussé à cette interpellation. Donc nous en appelons ici au service des lois, notamment la justice congolaise, d'accélérer sa procédure pour que lumière soit faite sur ce dossier et justice criera davantage en faveur justement de ceux qui sont incriminés ou pas. Et le gagnant dans tout ça, ce sera la nation parce que ce n'est que justice qui pourra élever une nation. Alors là, l'opinion et les observateurs n'auront qu'à tirer des conséquences, bien évidemment, des faits et sur ce qui se passe notamment dans le domaine juridique. Absolument, parce que déjà, nous pouvons constater que plus de 50 jours étaient passés pendant qu'il a été incarcéré ou détenu dans les geôles de l'ANR. Nous ne sommes pas ici professionnels en la matière, mais nous nous posons des questions à haute voix pour que ceux-là qui ont engagé cette démarche apportent leurs éclaircissements, parce que nous pensions que ce genre d'éléments était prêt en amont pour le transférer devant son juge naturel. Mais 50 jours ou pratiquement 2 mois après, nous constatons en tant qu'opinion que chose n'a pas été faite. Aujourd'hui, à la prison centrale de Makala, notre vœu le plus ardent, c'est de le voir être présenté devant un juge, son juge naturel,
pour que justice soit faite. Mais il y a une question, pardon Nico, il y a une question qui taraude les esprits. Est-ce qu'après ce processus qui a été biaisé, on peut espérer un procès équitable? Biaisé, c'est la loi qui reconnaîtra à quel niveau ce processus a été biaisé. Ce n'est pas à moi de le dire, mais ici, nous recherchons la lecture de la loi par rapport à un citoyen qui a été interpellé, qui a été incarcéré, et aujourd'hui qui continue de subir les peines derrière les barreaux, qui continue de subir son interpellation ou justement cette arrestation. Donc c'est la justice, une justice distributive que nous appelons de tous nos voeux pour ce peuple d'abord que nous scandons si haut, et nous voulons donc que cette justice qui soit distributive parle plus fort que nos sentiments interpersonnels. Encore qu'aujourd'hui, on parle de l'état de droit et le chef de l'État ne cesse de le répéter dans tous ses discours qu'il prône l'état de droit, et l'état de droit doit se manifester évidemment à tous les niveaux, quel que soit le dossier. Après, en fait, cette image de marque que continue de porter notre président de la République, nous croyons en lui, nous croyons en cette façon de voir les choses, nous croyons en cette vision de cet état de droit. Et nous croyons aussi que cette interpellation pourrait aujourd'hui être expliquée par des termes clairs que chaque Congolais pourrait comprendre de là où il se trouve. Alors on parle contrôle parlementaire aujourd'hui. Certains pensent que l'Assemblée nationale n'inspire plus confiance. Déjà avec ce contrôle parlementaire initié il y a quelque temps. Déjà votre commentaire par rapport à ce contrôle? Écoutez, madame, je crois que le rôle du Parlement, en tant qu'Assemblée nationale, puisque c'est de cette chambre que nous parlons, évidemment, il y a aussi le Sénat qui vient en seconde lecture, son rôle, un de ses attributs, c'est notamment le contrôle parlementaire. Donc, nous les avons placés à cet endroit en tant que député national. Nous ne pouvons que subir, même si nous nous plaignons parfois par rapport aux procédures, parfois par rapport à ceci ou cela. Mais s'il faudrait réclamer quelque chose, ce serait parce que c'est des gens qui sont notamment immunisés, donc il faudrait attendre la fin de leur mandat pour dire oui ou non, s'il faudrait qu'ils continuent ou non. Donc pour l'instant, nous subissons ce contrôle, biaisé ou pas, c'est aux urnes au sein de ce même hémicycle que cela se prononce, se déclare, et tout ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est avoir des opinions ou renoncer à certaines choses, mais par rapport à nos opinions, nous ne pensons pas que cela affecte une procédure parlementaire. Donc nous sommes appelés même par rapport à nos plaintes, nous sommes appelés à subir jusqu'à la fin de ce mandat. Malheureusement, c'est aussi ça la démocratie. Alors, il y a eu d'échéance du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. En réaction, le député Ogi Kalonji qui parlait de la concrétisation d'une demande de la population, alors que la population demandait également que le ministre Augustin Kibassa Maliba avec la Ferram soit déchu. Mais une chose qui n'a pas été concrétisée, on parle de la politique de 2 poids, 2 mesures à l'Assemblée nationale. Oui, écoutez, je venais de le dire d'ailleurs tout à l'heure, que les opinions malheureusement ne peuvent pas faire entrave aux lois ou aux réglementations en vigueur, mais en démocratie, nous avons le droit de donner notre opinion, mais rien ne prouve que jusqu'à ce point-là, il y a eu une sorte de 2 poids 2 mesures, selon mon entendement, parce que justement cette représentation nationale qui est l'Assemblée nationale pourrait faire la même chose avec Augustin Kabouya, mais ne l'a pas fait. Mais nous, en tant qu'observateurs, nous ne pouvons que subir, je me répète encore en le disant, et c'est là que nous interpellons la population au choix qui soit consistant par rapport à nos représentants du peuple au moment de nos campagnes électorales, et dès qu'ils sont à l'Assemblée nationale, munis de ce qu'ils ont comme immunité et consort, et ce droit du veto qu'ils ont eux-mêmes au sein de cet hémicycle, nous ne pouvons que constater nos larmes aux yeux, mais malheureusement sans changer le cours des activités parlementaires. Donc aujourd'hui, Jean-Marie Kalumba a subi ce qu'il a subi, Augustin
Kibassa ne l'a pas subi. Il faudrait qu'une autre demande de le mettre devant cet hémicycle pour des explications se formule. Ils ont justement les prérogatives d'aller dans ce sens-là et nous allons apprécier. Alors, revenons sur la déchéance de Jean-Marie Kalumba. Comment vous jugez-vous d'abord son comportement en tant que ministre par rapport à tous les constats qui ont été faits par rapport à sa gestion aujourd'hui? On a constaté qu'il y a eu effectivement faillite de son côté. Oui, écoutez, moi j'ai toujours vu les choses au sein d'un gouvernement national. J'ai toujours voulu voir les choses en termes de managériat. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, même dans la constitution de nos gouvernements, laisser un petit peu de côté l'aspect politique dans le sens de représentation de délégation politique. Il faudrait plutôt commencer à faire une jugeote avant de faire nos choix des ministres ou de leurs vice-ministres. Il faudrait que ce jugement, excusez-moi, se fasse sur le plan du managériat, c'est-à-dire un leadership managérial qui pourrait être en mesure de surmonter les genres de défis économiques, où je ne parle pas, puisqu'on parle du ministère de l'économie, donc il faudrait que cela se fasse dans ce sens-là pour que, en fait, lorsque les défis se présentent, on soit en mesure d'y réfléchir intelligemment, d'une manière intelligible, de les contourner, de trouver des solutions. Donc ici, le ministre a été notamment reproché par une affaire, sur une affaire, si vous voulez, de promesses, et des promesses, de cette promesse qui s'est rendue plus ou moins politique, qui a été politisée, d'abord politisée à outrance, mais que la population a récupéré à cause de cette politisation, mais des promesses qui, à la fois, étaient dangereuses lorsque on n'était pas sûr de la structuration du contrôle du marché et lorsqu'on n'était pas sûr notamment de son... On n'était pas confiant par rapport à ses capacités managériales. Donc, le ministre a promis 6 millions, a demandé 6 millions au gouvernement. Les 6 millions lui ont été donnés pour alimenter le marché pendant les festivités. Mais avant ça, il y a eu 21 400 tonnes de poissons qui devraient en principe être pêchés en Namibie. Et d'ailleurs, avec ce qui a été contesté avec notamment la Fédération des entreprises congolaises, nous sommes passés sur certains de vos plateaux en ce moment-là pour scander tout haut, pour dire tout haut ce que la Fédération des entreprises congolaises constituait en termes de blocage à l'époque par rapport à cette histoire des 21 000 tonnes qui devraient en principe être importées. Et je me dis que si l'histoire de 21 000 tonnes n'a pas marché et qu'aucune pêche n'a été faite en Namibie pendant que le paiement a été fait en entier, le ministre est revenu à sa charge pour demander qu'on lui donne encore 6 millions pour inonder le marché pendant les festivités des fêtes de fin d'année de l'année passée. Mais chose que nous n'avions pas constatée sur le marché de la place. Et après, il y a eu d'autres histoires. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une clameur généralisée de l'opinion qui se réclame justice parce que cette opinion s'estime être déviée ou mentie par un gouvernement. Et le gouvernement, ne pouvant pas prendre la charge d'un ministre qui a été à un certain moment responsable de ses engagements, ne pouvait que constater notamment sa déchéance à l'Assemblée nationale. Et ces mêmes députés dont on vient de parler pour l'instant, tout à l'heure, excusez-moi, qui ont fait leur travail, ce travail qui est attendu notamment par la population. Donc, comme je le disais, je vais me répéter ici, vous allez m'excuser, que nous constatons sa déchéance par l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas un applaudissement pour nous, parce que l'Assemblée n'a fait que son travail par rapport à une clameur négative qui s'est imposée, qui faisait pression, notamment au pouvoir en place,
par rapport à ces poissons chachards. Donc aujourd'hui, la démocratie n'a que crié par sa voix la mieux connue. Donc il faudrait qu'ici, on encourage cette Assemblée nationale à faire ce travail dans ce sens-là et nous dire notamment qui sera le prochain, parce que nous constatons que dans ce gouvernement, plusieurs peuvent être pointés du doigt par rapport à la gestion de leur ministère. Et voilà quoi, donc nous ne pouvons que accompagner, applaudir ces représentants nationaux qui ont fait leur travail. Il y a également la question orale qui a été adressée au ministre, au VPM de l'Intérieur par rapport à sa gestion également. Ne pensez-vous pas qu'il pourra subir le même sort? Parce qu'il y a des reproches qui continuent à être faites à son endroit. Oui, absolument. Vous me poussez à me redire par rapport à ce que je viens, parce que cela est placé dans le même cadre des rapports entre l'exécutif et le législatif. Donc c'est un travail qui est en train de faire de manière concomitante, et il faudrait attendre le moment propice pour faire une jugeote par rapport à ce que l'Assemblée nationale décidera de ce prochain ministre, parce que nous croyons que sur cette liste, ils sont quand même nombreux. Alors, cela nous pousse à nous poser des questions par rapport au comportement de différents ministres de la formation politique, l'Union sacrée de la nation. À l'Assemblée nationale, des clameurs qui se lèvent au niveau de la population sont faites contre beaucoup plus les ministres de l'Union sacrée. Est-ce que le président ne devait pas ouvrir l'œil et réorienter les choses? Parce qu'on a comme l'impression que cette formation politique est une carte blanche pour les ministres qui appartiennent à la dite formation. Écoutez, d'abord, le président de la République ne peut pas s'ingérer dans les affaires quotidiennes d'un pouvoir public, compte tenu de ce principe de séparation de pouvoir, étant donné que lui, en tant que tel, est l'institution président de la République, et qu'après lui, il y a l'institution Parlement et il y a le gouvernement notamment, qui sont des institutions qui ne peuvent pas s'entrer dedans. Et par rapport notamment à leur autonomie de gestion et consorts. Mais lui, en tant que président de la République et chef de gouvernement, peut donner des directives par rapport à sa vision au gouvernement pour faire respecter les choses et faire marcher les choses, parce que le rôle du législateur ne peut pas être imprégné d'une pression du président de la République qui n'a rien à donner comme injonction à cette institution. Donc, cette Assemblée nationale aujourd'hui, qui a pour majorité notamment l'Union sacrée, nous savons nous tous que dans cette Union sacrée, il y a aussi des brebis galeuses qu'il faudrait peut-être mettre de côté ou réencadrer. Et je crois que c'est question de temps, mais il ne faudrait pas ici non plus demander au président de faire au-delà de ses capacités. Ces gens sont les responsables, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été élus députés nationaux. Ils doivent prouver cette volonté de vouloir faire changer les choses dans ce pays. Donc ce que nous pouvons faire, c'est les sanctionner à travers notamment les élections, et faire des bons choix. Donc c'est une interpellation en même temps, que je réponds à votre question, à notre population, de se faire justice à travers les urnes, parce que cette fois-ci, il faudrait quand même qu'on soit dans le casting assez sélectif par rapport à nos représentants, sinon la roue tournera et on amassera le même nombre de bouts, et ce sera la même chose tout le temps. Je veux rebondir toujours par rapport à la question des lignes. Vous dites que le président de la République ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'autres personnes. D'autres institutions. Lui, en tant que président, en tant que séparation du pouvoir. Mais il partage quand même cet échec qui est arrivé, parce que c'est un membre du gouvernement, et lui, en tant que garant de la nation, c'est lui qui impulse la vision. Et donc quand il y a un échec qui est constaté quelque part, il partage aussi cet échec-là qui est arrivé notamment. Oui, parce que cet échec est consommé pendant son mandat, j'en suis tout à fait d'accord, mais s'il faut qu'on reste sur le plan des principes, c'est le gouvernement de la République
qui définit la politique de la gestion quotidienne. C'est constitutionnel. On peut le retrouver, je crois, à l'article 151, si je ne m'abuse. Donc, ce que moi je peux dire par rapport à votre question, c'est que le président impulse, mais je reviens sur la question de la responsabilité individuelle par rapport à l'octroi ou par rapport au partage de postes lorsqu'on vous octroie en tant qu'un poste en poste de ministre, par exemple. Vous n'attendez pas pour impulser à votre tour cette vision au sein de votre appareil de ministère. Vous devriez encore attendre que le président se pointe pour dire exactement comment s'y prendre. C'est ainsi qu'au début de l'émission, j'ai fait mention des capacités managériales de nos nouveaux acteurs, notamment nos ministres, qui doivent, au départ de leur ministère, au départ de leur fonction, savoir exactement comment faire les choses et que cela ne soit pas imputé au chef de l'État. Et nous implorons aussi, nous profitons par la même occasion pour implorer ou demander au chef de l'État de revoir cette équipe de gouvernement qui fait couler trop de salive, et ça il faut le reconnaître, et que peut-être pour le temps qui reste de ce mandat, les choses pourront peut-être prendre une tournure différente, c'est ce que la population attend. Alors, Karl Lokussa, aujourd'hui, la page Jean-Marie Kalumba est tournée. Alors, quel profil pour... La page n'est pas encore tournée parce qu'il a encore la possibilité de faire recours en cassation. Et s'il peut aller dans ce sens-là, je crois que la justice devra encore en ce moment-là faire son travail pour prouver son droit et plutôt prouver sa crédibilité à la population. Bon, il lui appartient. C'est vrai que la page n'étant pas encore définitivement tournée, ils peuvent introduire un recours, mais il faut se le dire, il ne va plus revenir à son poste. Aujourd'hui, déjà, des calculs sont en train d'être faits pour trouver un remplaçant. Alors, restons de ce côté. S'il faut remplacer, quel profil pour le nouveau qui viendra occuper ce poste? Je viens de le dire. La situation sur les terrains est déjà catastrophique. Oui, je viens de le dire. Il faudrait un leadership de manager pour commencer, un technocrate, mais il faudrait que ce soit un leadership managérial qui pourrait aider avec des idées innovatrices, qui pourrait aider ce ministère à relancer l'activité, notamment opérationnelle et économique, notamment par l'encadrement des structures de prix sur les marchés. Et cet encadrement ne peut intervenir qu'en collaboration entre le gouvernement de l'économie et la Fédération des entreprises congolaises, qui s'est sentie depuis un certain moment mise à côté à cause de ses convictions, mais des convictions, j'aimerais le redire, qui n'ont pas convaincu à la table de négociation. Donc nous incitons, nous demandons donc à ce nouveau chef du ministère de l'économie qui pourra avoir la chance de faire ce travail, de remettre cette fédération des entreprises congolaises à la table de négociation et de trouver un terrain d'entente qui pourrait enchanter tout le monde et surtout de favoriser notamment la classe congolaise, parce que nous savons aujourd'hui, nous remarquons, nous constatons, ce n'est même pas un secret pour qui que ce soit, qu'aujourd'hui les Indo-Pakistanais, par exemple, détiennent à leur manière l'économie congolaise. Et je crois que cette question devrait, de manière assez profonde, être examinée pour sauver notre économie, parce que ici, c'est d'abord les Congolais qui doivent s'agir. Et vous avez une idée, une personne que vous pouvez proposer au chef du gouvernement, justement, pour occuper ce poste? Je dirais moi, pourquoi pas. Alors, bonne chance à vous. Alors, on parle de l'affaire Jean-Marc Kabound. Quel avenir politique pour cet homme politique? Oui, écoutez, cette saga de M. Kabound nous a tous surpris. Curieusement, cette saga nous a surpris à travers les réseaux sociaux. Un accident de circulation qui s'est transformé en ce que nous avions tous suivi comme première, deuxième, troisième et deuxième épisode à la fin. Donc, nous ne manquons jamais de divertissement à travers les réseaux sociaux dans ce pays, ça il faut le reconnaître, c'est vraiment
Il faudrait qu'on réclame ce droit à travers le monde. Comme on l'a dit, Kobul Mambo Keleng. Oui, absolument. Mais je crois que pour revenir à cette question de manière sérieuse, je pense que M. Kabound devrait s'assumer en tant que politique et politicien. Une décision a été prise, d'ailleurs une décision qui a tardé à être prise. Aujourd'hui, que de manière conséquente, après réflexion, parce qu'il a pris son temps à son retour, il a pris son temps et il est revenu à son retour et pris enfin finalement cette décision. Je crois qu'il est prêt à s'assumer, ce que d'ailleurs je lui conseillerais de faire, de s'assumer et de éviter, selon moi, éviter de l'UDPisme dans son parcours ou dans sa nouvelle optique politique, éviter tout ce qui a trait à UDPS. Avec sa pêche de jeunesse et consorts, nous pensons qu'il peut innover en apportant quelque chose de nouveau parce qu'il a cette flair politique en lui. Donc, qu'il se prenne en charge, qu'il se remette en cause. Il évolue sous une nouvelle dénomination, par exemple. Absolument. Ça sera absolument. quand même difficile dans un premier temps. Non, absolument. Et je crois que c'est une figure déjà politiquement connue. Difficile, je ne sais pas dans quel sens, c'est un bon mobilisateur, c'est quelqu'un qui peut tenir un discours et le respecter pendant très longtemps. Il l'a prouvé à sa manière et je pense que avec ce charisme qu'il construit en lui, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur son charisme, ça c'est un constat personnel que je fais, je pense qu'il peut braver plusieurs échéances aussi. Mais sur le terrain, il va rencontrer quand même d'autres réalités. Mais bien sûr, c'est un terrain qu'il maîtrise parce qu'il y est resté pendant plusieurs années. C'est quelqu'un que le Sphinx de Limité a personnellement qualifié de héros vivant. Et je pense que sur base, partant de ces bases-là, d'abord c'est une confiance personnelle qu'il met en soi. Lorsqu'on a quelqu'un comme Étienne Tshisekedi qui vous qualifie d'héros vivant dans le Katanga à l'époque, partir de cette base, pour moi, en tant que conseiller de Kabound, serait mon premier mot. Mais bon, je ne suis pas conseiller au cas où je l'étais, c'est ce que j'allais dire. Donc, pour moi, partir de cette base de confiance serait un tonus absolument incroyable pour sa carrière politique. Est-ce que sa radiation peut constituer d'un déséquilibre au sein de l'UDPS? Bon, écoutez, je pense ici que lorsque une vision est maintenue, on ne devrait pas voir des noms subjectivisés parce que le visionnaire, si vous voulez, entre guillemets, de ce parti, je n'aimais pas faire le porte-parole de ce parti UDPS parce que j'en fais pas partie, mais subjectiviser et rendre un parti politique, tout un mouvement politique qui a combattu pendant 37 ans, le réduire à ce nombre de subjectivisation, je pense que c'est quand même une insulte assez grave qui pourrait être passible de poursuite, ce que je ne veux pas ici courir comme risque, mais j'aimerais dire que M. Kabound n'est pas indispensable pour l'UDPS. Je ne le pense pas en tant qu'observateur. Donc vous confirmez qu'il a tous les atouts possibles, même s'il évolue en solo, il faut le dire comme ça, en solo, il va vraiment faire le poids par rapport à son ancienne famille politique, mais aussi en face d'autres familles politiques, notamment le FCC et autres. M. Kabound a été au feu et au moulin pour plusieurs décisions politiques que nous avions connues, notamment l'année passée, l'année d'avant, dans ce pays. Nous avons tous été là pour voir ce qu'il a fait. Nous en avons été témoins. Donc je n'aimerais pas que je sonne comme si je défendais en fait M. Kabound. Je n'ai rien à voir, mais je crois qu'il peut, en tant que politicien, réussir dans sa carrière politique sans l'appui ou sans l'apport UDPSien. Mais on sent quand même qu'il est frustré aujourd'hui, s'il faut dire les choses telles quelles. Donc il est frustré, sans dire sans penser plutôt négativement. On sent qu'il y a beaucoup de frustration dans je crois que c'est normal dans un parcours d'un
un homme qui a vécu pratiquement sa jeunesse dans une formation politique jusqu'à braver les hautes fonctions, jusqu'à embraver les hautes fonctions. Je crois que c'est tout à fait normal comme réaction individuelle ou personnelle de trouver en soi un certain nombre de pourcentages de frustration, mais il va s'en sortir. Je crois que déjà le fait qu'il soit parti pour les soins médicaux et revenu pour démissionner, je peux dire qu'il a pris le temps de nettoyer toutes ces frustrations et d'évoluer en tant que politique. Alors, on avance peu à peu vers la fin. On évoque la question sur les élections des gouverneurs. La liste a été publiée, quelques noms ont été divulgués par la CENI, comme par exemple Deo Koussou, Némois Dansemi comme candidat à gouverneur au niveau de Congo central. Déjà, ces noms vous disent quelque chose. Est-ce que les provinces peuvent encore décoller, redémarrer avec ces hommes comme candidats gouverneurs? Bon, écoutez, le problème avec nous au Congo, selon mon humble avis, c'est la répétition, c'est la tautologie politique, si vous voulez, parce que nous pouvons dire qu'en ce moment, le pays a besoin d'un rajeunissement politique ou d'un rafraîchissement politique, et ça devient de plus en plus visible, même pour ceux-là qui ont autrefois conduit les affaires dans ce pays. Et j'aimerais qu'on se serve plutôt de leur expérience, culte ou occulte, si vous voulez, parce que occulte pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens de cacher. Et donc, moi, je pense que ces gens doivent rester bottés en touche et donner à la jeunesse, notamment pour la ville de Kinshasa. Nous avions vu la proposition de Jacob Koulumba comme la vice-gouverneur, que j'applaudis, que j'ai toujours applaudi. C'est quelqu'un qui a deux ambitions pour cette ville de Kinshasa et il l'a manifesté de plusieurs manières à travers les années. Nous avons pratiquement grandi ici à Kinshasa avec son nom dans nos quartiers, il était là dans des conditions de football des jeunes, il était là en tant que financement pour réhabiliter un petit quartier à Kingabwa où il vit, et nous pensons que c'est ce genre de fraîcheur que la ville de Kinshasa, par exemple, recherche pour l'instant pour ce poste de vice-gouverneur, mais si vous allez dans d'autres provinces, j'aimerais pas ici pointer du doigt un nom spécifique, mais vous allez regarder, suivre mon langage et constater qu'il y a des noms qui ne peuvent plus revenir sur cette scène politique. Je le dis pas avec preuve, pas avec certitude, mais je le dis avec certitude, j'allais dire que certains noms en politique, en RDC, ne devraient même plus se prononcer. Et je ne suis pas totalement d'accord avec la liste qui circule, notamment dans le Bas-Congo, à part peut-être un nom, par rapport à sa jeunesse, par rapport à ses ambitions, par rapport à sa fraîcheur d'esprit. Mais les autres, il faudrait quand même qu'on soit assez honteux à un certain âge pour revenir encore et tenter de briguer ce genre de fonction en RDC. On va chuter, Emeline l'a dit. On constate également que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et l'inspection générale des finances sont à couteau tiré. Quel commentaire faites-vous justement de ça? Et j'aimerais ici épingler d'abord d'emblée quelque chose avant de répondre à votre question. C'est la différence qu'on peut tout remarquer au sein de ce ministère de l'EPST. Je crois qu'il faut parler de manière positive, éviter les débats de personnes, de peur d'être finalement, de se retrouver finalement dans ce genre de subjectivisme qui n'avance pas le pays. J'aimerais y rester plutôt cadré, et ce que nous constatons notamment avec le ministère de l'EPST et l'IGF, s'il y a un rapport que l'IGF peut prouver de manière claire, qui remette ce rapport notamment au ministère de la Justice, qui devra suivre. Et nous constatons que plusieurs enquêtes sont menées, notamment par cet IGF,
qui n'aboutissent pas et le mortel notamment en a fait mention, je crois, il y a quelques années ou quelques mois, on nous parle des enquêtes de l'IGF, mais l'aboutissement de ces enquêtes n'arrive toujours jamais. Mais par contre, lorsque nous revenons pour une lecture plus lucide au niveau de l'EPST avec le ministre de par exemple, nous voyons des tournées d'itinérance. Il va dans des provinces pour appuyer notamment les écoles défaillantes en matière de communication, en leur apportant des bancs et tout ça. Nous avons cette nouvelle liste qui notamment appuie les enseignants. Les augmentations, ils partent de 126 000 à 200 000, c'est une augmentation qui approche les 100%. Nous avons par exemple la couverture santé qui profitera aux enseignants. Nous avons toute cette liste qui peut aujourd'hui être brandie, notamment à l'opinion, pour dire qu'un travail est en train d'être fait et que c'est un travail de longue haleine qui prend du temps et qui prend de l'intelligence, de la capacité managériale et des ouvertures spirituelles pour réfléchir et voir comment contourner. Et parfois, ce travail est en train d'être fait. Donc, selon vous, il y a acharnement de l'IGF? J'aimerais pas ici parler en termes d'acharnement, j'aimerais plutôt parler en termes de consistance dans le travail de l'IGF et j'espère que si on doit continuer à applaudir M. Alenguete comme on le faisait il y a quelques mois, je crois que nous l'appelons aujourd'hui à revenir dans l'objectivisme et éviter de pointer notamment du doigt certains dignes fils du pays qui font un effort pour faire le travail dans le sens de la production et dans le sens d'un rendement pour justement servir ce peuple dans un cadre de gouvernement ou du ministère notamment de l'EPST. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que le couteau tiré dont vous avez fait mention n'a pas de raison d'être notamment scandé ou quoi. Ce que nous pouvons ici dire, c'est que l'IGF doit faire son travail et rendre compte à qui de droit, et que le ministère est en train de faire son travail et il rend compte et il rendra encore compte à qui de droit. Nous avons des prouesses qui sont réalisées au sein de ce ministère. Nous avons un ministre tout à fait cohérent dans son travail et nous pensons qu'il faut l'aider à réussir parce qu'aujourd'hui, au sein de ce gouvernement qui est tant décrié, c'est parmi les ministres les mieux cotés, ça il faudrait quand même qu'on le souligne, par rapport à la réussite de cette action, notamment de la gratuité de l'enseignement, qui, nous le savons, vous et moi, a été combattue depuis le début. Et aujourd'hui, nous pensons que les choses évoluent parce que déjà à partir de ce mois d'avril, ces enseignants commenceront à toucher. Ce n'est pas une promesse d'ici 6 mois ou quoi. Donc, ils vont entrer dans leurs droits. Ces droits que je pourrais, c'est dommage que je n'ai pas amené la liste avec moi, ces droits dont ils pourraient jouir d'ici le mois d'avril. Donc je crois ça déjà, il faudrait applaudir. Mais entre-temps, il faudrait aussi remercier ou encourager l'IGF dans le cadre de son travail, mais que certaines exagérations cessent et qui restent consistants par rapport à ce qu'il fait. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comme je le disais au début, quelle température, au vu de tout ce que nous venons de dire, au vu de votre lecture par rapport à la situation politique, quelle température justement accordez-vous à cette situation politique et qu'est-ce qui doit être fait justement pour ramener les choses à la normale? Ce qui devrait être fait pour ramener les choses à la normale, je vous dirai tout de suite, je commence par la seconde question, la dernière, c'est que nous soyons conscients en tant que Congolais dans ce pays de l'avenir de cette nation. On ne peut pas continuer à crier du haut des perchoirs internationaux que nous sommes riches potentiellement et quoi, pendant que sur le plan moral, sur le plan mental, et s'abrutit davantage. Donc apparemment nous avons l'impression qu'un travail minutieux au niveau politique se fait pour
abrutir la grande majorité de la population davantage et arriver à le contrôler ou arriver à la contrôler, cette majorité. Donc, nous en appelons ici à nos concitoyens de se prendre consciemment ou intelligemment, mentalement en charge pour contourner ce genre de faux acteurs politiques qui viennent pour finalement s'en servir comme marchepied et les manipuler à longueur des journées, notamment la jeunesse. Il faudrait vraiment qu'un travail de fond se fasse au niveau de la jeunesse de notre pays. Nous en interpellons ici nos dirigeants religieux, nos églises, qui doivent fournir plus d'efforts dans le sens d'encadrement de la jeunesse. On peut y mettre de la prière, on peut y mettre de l'encadrement, mais il faudrait aussi travailler sur la conscience et le moral de tout un chacun. Et ce qu'il faudrait faire, je suis allé pour une pierre deux coups, donc ce qu'il faudrait faire, c'est aider nos dirigeants au niveau notamment politique, au niveau religieux, au niveau économique, à tous les niveaux de l'appareil sociétal, de reprendre notamment l'amour de cette patrie et d'orienter notamment la jeunesse sur une voie de reconstruction, notamment de notre mental, de notre conscience collective et de notre intelligence collective en tant que nation. Alors, Karl Alukusa, je rappelle, vous êtes analyste politique. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir été fidèles. On se retrouve au prochain numéro.